Ruinée et bloquée par un blizzard mortel, une veuve s'apprête à perdre l'œuvre de sa vie. Soudain, 15 motards terrifiants des Hells Angels frappent à sa porte. Tremblante, elle décide pourtant de leur offrir son tout dernier repas. Mais ce qu'elle ignore, c'est que ce simple acte de compassion va déclencher un véritable miracle. Dès le lendemain matin, plus de 100 motos encercleront son restaurant pour une raison qui vous laissera sans voix. Voici son incroyable histoire. Restez avec nous jusqu'à la toute fin pour découvrir ce dénouement bouleversant. Avant de plonger dans ce récit, pensez à aimer cette vidéo et à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos histoires. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires de quel pays ou de quelle région vous nous regardez. J'adore lire vos messages et découvrir d'où viennent mes auditeurs. Commençons. Le vent hurlait à travers les cimes dentelées des montagnes du Colorado, frappant les vitres fragiles du Midnight Haven Diner avec une violence qui semblait presque personnelle et vindicative. À l'extérieur, une tempête de neige d'une rare férocité engloutissait totalement la mythique route 70, transformant le monde connu en un vide blanc, absolu et glacial. À l'intérieur du petit établissement, le silence pesant n'était brisé que par le cliquetis incessant et moqueur de l'horloge murale, ainsi que par le sifflement fatigué du vieux système de chauffage, qui menait un combat perdu d'avance contre le froid mordant. Sarah Williams, une femme de 50 ans au visage empreint d'une douce mélancolie, se tenait immobile derrière le comptoir en formica écaillé. Son regard semblait traverser les murs. Ses mains, marquées par des décennies de travail acharné et de dévouement, tenaient fermement une petite liasse dérisoire de billets froissés. 47 $. C'était tout ce qui lui restait au monde. Ce n'était pas seulement la triste conclusion d'une journée sans clients, c'était la fin inéluctable d'une vie entière bâtie sur l'espoir. Juste là, glissée avec une cruelle indifférence sous la vieille caisse enregistreuse, reposait une lettre officielle au ton froid et bureaucratique, l'avis de saisie définitive. La banque, sourde aux prières d'une veuve isolée, lui accordait exactement 7 jours avant de venir sceller pour toujours les portes de ce sanctuaire. Sur la plaque chauffante, le fond de café dans la verseuse en verre bouillonnait doucement, dégageant une odeur amère de brûlé qui reflétait parfaitement l'état d'esprit de Sarah. Depuis plus de midi, absolument aucune âme n'avait bravé les éléments pour franchir son seuil. Les banquettes en vinyle rouge, dont le cuir craquelé racontait les milliers d'histoires des voyageurs de passage, restaient désespérément vides et silencieuses. En promenant son regard fatigué dans la salle mal éclairée, ses yeux s'arrêtèrent instinctivement sur la banquette numéro 4, près de la fenêtre. C'était la place sacrée de Robert. Même 2 longues années après que la maladie lui arrachait à elle s'attendait encore parfois à le voir assis là, tenant sa tasse fumante, avec ce sourire tendre et rassurant qui réchauffait l'atmosphère bien mieux que n'importe quel feu de cheminée. Ils avaient acheté ce modeste restaurant ensemble, il y a 15 ans, armés seulement de l'héritage dérisoire de sa grand-mère et d'une montagne d'illusions magnifiques. « Nous allons y arriver, mon amour », lui murmurait-il souvent, les yeux brillants d'une certitude inébranlable qui chassait toutes ses peurs. Cet endroit ne sera pas qu'un simple restaurant. Ce sera une lumière dans la nuit pour les voyageurs perdus, un véritable foyer loin de chez eux. Mais ce soir, cette lueur d'espoir vacillait dangereusement, prête à s'éteindre. Les néons au plafond grésillaient avec une agonie lente. La vieille radio CB dans le coin de la pièce, autrefois leur lien vital, palpitant et chaleureux avec la fraternité des chauffeurs routiers, demeurait obstinément muette. Elle n'était plus qu'une relique poussiéreuse d'une époque bénie où les voix anonymes s'entrecroisaient dans la nuit pour signaler un danger, demander de l'aide ou simplement partager un éclat de rire. Sarah resserra machinalement son gilet en laine usée autour de ses épaules frissonnantes, tentant vainement de retenir un peu de chaleur. Elle avait absolument tout sacrifié pour honorer la promesse faite au chevet de Robert. Son alliance en or, les outils chéris de son mari, chaque objet de valeur avait été vendu pour repousser cette échéance fatidique. Ce bâtiment décrépit était son ultime attache, la dernière preuve tangible de leur amour. À travers la vitre recouverte de givre, elle regardait la neige ensevelir impitoyablement les 2 vieilles pompes à essence, les dressant dans la nuit comme des pierres tombales sous un linceul de glace. L'horloge marqua 8h15. Il était temps de se rendre à l'évidence. Le cœur lourd, écrasé par le poids insupportable de 15 années d'efforts anéantis, Sarah leva lentement la main vers l'interrupteur de l'enseigne lumineuse. Demain, elle capitulerait. Elle appellerait l'avocat et accepterait la ruine. Elle ferma les yeux une seconde, prête à plonger l'œuvre de toute sa vie dans l'obscurité définitive, s'abandonnant enfin au froid de l'hiver. Ses doigts frôlaient l'interrupteur en plastique froid lorsque le son l'arrêta net. Ce n'était pas le sifflement aigu de la tempête, ni le grondement sourd d'un chasse-neige égaré. C'était une vibration grave, gutturale, qui montait des entrailles de la terre pour faire trembler le plancher usé sous ses pieds. Un rythme puissant et régulier, semblable à un gigantesque battement de cœur fait d'acier et de chrome, déchirait l'épais manteau de silence blanc.
Sarah retira sa main, le souffle court, et pressa son visage anxieux contre la vitre glacée. Au début, le blizzard aveuglant refusait de livrer son secret. Puis, lentement, comme des fantômes émergeant des ténèbres, des faisceaux lumineux jaunes transpercèrent la tempête. Des phares, une multitude de phares balayant sauvagement la neige tourbillonnante. Sous la lumière crue qui inondait soudainement le parking désert, des silhouettes massives prirent forme. 15 motos lourdes, d'imposantes Harley-Davidson, avançaient en formation serrée, bravant l'enfer blanc avec une détermination absolue. Leurs moteurs rugissaient, défiant la colère des éléments. Lorsqu'ils s'arrêtèrent en art de cercle devant l'établissement, coupant le contact dans un silence soudain et lourd de menaces, Sarah recula d'un pas, le cœur martelant ses côtes. À travers la condensation, elle observa ces ombres gigantesques descendre de leur monture. C'étaient des hommes d'une carrure colossale, entièrement vêtus de cuir noirci par l'humidité et recouverts d'une épaisse croûte de givre. Sur leur large dos, un signe redoutable se dessinait, que l'on distinguait même à travers la tempête, la tête de Morellet, les célèbres et tristement célèbres Hells Angels. L'instinct de survie de Sarah hurla. Toutes les histoires effrayantes lues dans les journaux lui revinrent en mémoire. Des hors-la-loi, des hommes marginaux qui ne connaissaient pas le refus et vivaient selon leurs propres lois. Elle était seule, isolée à des kilomètres de toute civilisation, sans aucun moyen de défense. Elle pouvait reculer, éteindre les néons, se cacher dans l'arrière-cuisine et prier pour qu'ils reprennent leur route. Mais alors qu'elle s'apprêtait à fuir, son regard fut captivé par le meneur de la meute. Il était immense, dépassant largement ses compagnons. Une longue barre grise, figée par la glace, encadrait un visage buriné par la rudesse de la route, marqué par une profonde cicatrice courant le long de sa mâchoire. Pourtant, ce qui retint l'attention de Sarah, ce ne fut ni son allure patibulaire ni son regard perçant. C'était sa démarche. En s'avançant péniblement vers la porte d'entrée, le colosse boitait, traînant une jambe avec une souffrance muette. Derrière lui, ses frères d'armes semblaient tout aussi meurtris, grelottant sous leurs armures, vaincus par l'épuisement extrême et le froid polaire. Le meneur s'arrêta devant l'entrée vitrée. À cet instant, il aurait suffi d'un coup de sa botte massive pour faire voler la porte en éclats. Au lieu de cela, Jack Morrison retira lentement son gant trompé. Il leva un poing lourd de bague, contre toute attente, frappa 3 petits coups secs sur le carreau. Un toquement d'une politesse presque déconcertante, teinté d'une urgence désespérée, une supplique silencieuse lancée à la dernière lueur d'humanité sur cette route oubliée. Le vent hurlait comme une bête blessée, mais à l'intérieur du crâne de Sarah, le silence était assourdissant. Son cœur battait la chamade, une alarme primitive lui intimant de tourner le verrou dans l'autre sens, de se barricader, d'appeler à l'aide. C'était la réaction logique, sensée. Ces hommes représentaient le danger absolu, une force brute et chaotique qui n'avait rien à faire dans son monde. Mais alors qu'elle croisait le regard bleu pâle et cerné du colosse derrière la vitre, une voix familière et chaleureuse résonna dans sa mémoire. C'était celle de Robert, vibrant d'une conviction indéfectible, un phare dans la nuit. « Sarah, nous ne détournerons jamais notre regard d'un voyageur en détresse. Jamais !» C'était leur promesse, le fondement même de ce sanctuaire. D'une main tremblante mais guidée par une résolution soudaine, elle fit tourner le loquet. Le déclic métallique parut minuscule face au tumulte extérieur. Lorsqu'elle tira la porte, le blizzard s'engouffra avec une brutalité inouïe, projetant des éclats de glace sur le linoléum et faisant chuter la température de la pièce en une fraction de seconde. L'odeur piquante du cuir mouillé, de l'huile de moteur et du froid mordant envahit l'espace. Les géants franchirent le seuil un à un, s'extirpant de la tempête. Ils étaient immenses, occupant l'espace avec une ampleur presque étouffante. La lumière crue et tremblotante des néons révélait enfin les détails que l'obscurité avait masqués. Sous les cuirs lourds et ruisselants d'eau, des bras épais comme des troncs d'arbres étaient couverts de tatouages intimidants, des crânes, des toiles d'araignées tissées sur des coups épais, des cicatrices qui racontaient des vies de violence et de marginalité. L'écusson des Hells Angels trônait fièrement sur chaque dos, affirmant leur allégeance inébranlable à un monde impitoyable. À première vue, ils incarnaient les pires cauchemars de n'importe quel citoyen ordinaire. Pourtant, un contraste saisissant s'opéra l'instant d'après. Ces hommes, dont la seule présence suffisait habituellement à vider les trottoirs, semblèrent soudain prendre conscience de la fragilité de leur asile. Leurs gestes se firent d'une douceur inattendue. Le meneur, Jack, se tint sur le paillasson élimé et frotta méticuleusement ses lourdes bottes couvertes de neige, veillant à ne pas salir davantage le sol usé. Derrière lui, chaque motard reproduisit ce geste avec une application presque religieuse. La menace brute se dissipa pour laisser place à une retenue frappante.
Ils se déplaçaient entre les tables exiguës avec une précaution extrême, comme des colosses évoluant dans une boutique de porcelaine, prenant garde à ne pas heurter les chaises ou à érafler les banquettes. L'un d'eux, au crâne rasé et à la barbe hirsute, retint la porte pour les derniers arrivants avant de la refermer, doucement pour chasser le froid. En retirant leurs casques et leurs gants raidis par le gel, ils dévoilèrent des visages rougis, marqués par une fatigue d'une profondeur insondable. Lorsqu'ils s'adressèrent à elle, leur voix éraillée par les décennies de tabac n'était plus que des murmures graves, empreints d'une révérence sincère, traitant cette femme menue avec le respect absolu dû à la gardienne d'un temple protecteur. Sarah se dirigea silencieusement vers la petite cuisine à l'arrière, son esprit encore engourdi par l'irréalité de la situation. Les étagères de la réserve, autrefois fièrement garnies, offraient un spectacle de désolation. Il ne restait que le strict minimum, les dernières poignées de café moulu et quelques boîtes de conserve de soupe dépareillée. Ses ultimes provisions. Elle n'hésita pas une seule seconde. Ouvrant les boîtes métalliques avec des gestes mécaniques mais remplis de sollicitude, elle fit chauffer le bouillon clair sur les plaques vieillissantes. Pendant que l'arôme familier du café envahissait l'air confiné du restaurant, elle disposa les grandes tasses blanches en faïence épaisse sur le comptoir. Lorsqu'elle commença à servir ce maigre festin, Jake s'avança, fouillant dans sa poche, mais Sarah leva immédiatement la main pour l'arrêter. Il n'était pas question d'argent. Ce soir, elle n'était plus une commerçante au bord de la faillite, elle était l'hôtesse de la dernière chance. Les colosses accueillirent la nourriture avec une gratitude poignante. Sous l'éclairage blafard des néons fatigués, les masques tombaient un à un. La chaleur des tasses brûlantes semblait infuser un peu de vie dans leurs mains ankylosées, dont les articulations étaient rougies par le gel. En les observant boire en silence, Sarah lut sur leur visage buriner une fatigue qui dépassait l'entendement. Ce n'était pas simplement la lassitude d'un trajet, mais un épuisement charnel, figé au plus profond de leurs os après des heures de lutte acharnée contre une nature impitoyable. Leurs vestes de cuir glacé grondaient à chaque mouvement, laissant échapper des flaques d'eau sombre sur le carrelage. La rudesse de leur existence sur l'asphalte s'effaçait devant la simple nécessité de se réchauffer. Son regard fut soudain attiré par la banquette du fond. Là, recroquevillé sur lui-même, se tenait le plus jeune membre du groupe, Danny. Il ne devait pas avoir plus de 25 ans, l'âge où l'on cherche encore sa place. Malgré la chaleur ambiante qui regagnait du terrain, ses épaules étaient secouées par de violents frissons incontrôlables, son regard perdu dans le vague. C'est alors qu'un vétéran nommé Marcus s'approcha doucement. Cet homme aux tempes grises, dont les bras massifs étaient recouverts d'encre sombre, retira sa propre veste. Avec une tendresse infinie, une douceur presque paternelle, il déposa le lourd vêtement protecteur sur les épaules tremblantes du jeune homme. Ce geste silencieux et si profondément humain fit monter instantanément les larmes aux yeux fatigués de Sarah. Il n'y avait plus de hors-la-loi terrifiant ni de symbole morbide dans cette pièce. Devant elle, il n'y avait que la manifestation universelle de l'instinct protecteur, la preuve belle et éclatante d'une fraternité transcendant les apparences. Marcus ajusta le col avec soin, murmurant des paroles apaisantes que le vent couvrit. En cet instant suspendu hors du temps glacial, Sarah comprit qu'elle nourrissait bien plus que des motards égarés. Elle réchauffait des fils, des pères et des frères unis par la seule grâce de leur vulnérabilité partagée dans la grande nuit d'hiver qui tombait lourdement sur la montagne. Le grésillement soudain de la vieille radio CB déchira le murmure apaisant des conversations. Une voix hachée par les interférences cracha le verdict que tous redoutaient secrètement. La route 70 était totalement engloutie sous des congères infranchissables. Les patrouilles de l'État avaient abandonné la lutte et aucun chasse-neige ne tenterait de percer ce mur blanc avant l'aube, au grand minimum. Ils étaient officiellement pris au piège, isolés du reste de l'humanité par la fureur des éléments. Ce huis clos imposé par la nature sembla paradoxalement détendre l'atmosphère parmi les motards, résignés à passer la nuit dans ce havre inespéré, protégés par la solidité précaire des murs du restaurant. Jake Morrison s'approcha lentement du comptoir, sa haute stature projetant une ombre imposante sur le formica usé. Il plongea une main calleuse dans la poche intérieure de sa veste de cuir et en sortit quelques billets froissés, cherchant à régler le repas de ses 15 hommes. Le posant délibérément près de la caisse enregistreuse, il plongea son regard clair dans celui de Sarah. Mais elle secoua doucement la tête, repoussant l'argent du bout des doigts avec une dignité tranquille et inébranlable. Elle lui murmura qu'il ne s'agissait que de quelques boîtes de conserve et d'un peu de café chaud, refusant catégoriquement de marchander ce qu'elle considérait comme un simple devoir d'humanité. L'instinct aiguisé du vieux chef, forgé par des décennies d'observation silencieuse et de survie sur l'asphalte, ne s'y trompa pas. Son regard perçant, habitué à lire au-delà des apparences, balaya machinalement la surface du meuble et s'arrêta brusquement. Sous le tiroir-caisse rouillé, dépassant d'à peine quelques centimètres, se trouvait l'entête froid, formelle et impitoyable d'une institution financière. L'avis de saisie définitive.
Le silence étira entre eux, lourd de sens, pendant que Jake déchiffrait silencieusement les mots cruels imprimés sur le papier. La dynamique de pouvoir venait de basculer de manière vertigineuse. La femme courageuse qui les accueillait n'était pas seulement une âme généreuse, elle se tenait elle-même au bord d'un précipice terrifiant. « Combien de temps vous reste-t-il exactement » demanda-t-il, sa voix grave dénuée de toute pitié condescendante, mais vibrante d'un respect profond. Sarah sentit la chaleur de la honte envahir ses joues fatiguées. Elle tenta de masquer sa détresse, de repousser précipitamment le papier accusateur, mais il était trop tard. Son armure de résilience était fissurée devant cet inconnu. « 7 jours » avoua-t-elle finalement, la voix brisée, l'épuisement de plusieurs mois de lutte vaine remontant à la surface. « Mais c'est mon problème, Monsieur Morrison. Vous n'avez pas à vous en soucier. La banque ne fait pas de sentiments. »« Mon œil » répondit Jake avec une fermeté douce mais tranchante qui interdisait la moindre contradiction. Il s'appuya contre le comptoir, réduisant la distance émotionnelle qui les séparait. « Vous avez ouvert cette porte à 15 hommes terrifiants alors que votre instinct vous hurlait de vous barricader. Vous avez vidé vos ultimes réserves pour nous nourrir, sachant pertinemment que vous êtes sur le point de tout perdre. Une femme qui donne absolument tout quand elle n'a plus rien à offrir fait preuve d'une grâce que peu d'hommes sur cette terre peuvent comprendre. » Ses yeux bleus brillaient d'une résolution bouleversante. « Ce n'est plus seulement votre problème. Sarah, vous nous avez sauvés du froid. Votre fardeau vient de devenir le nôtre. » Le calme précaire qui s'était installé dans le restaurant fut soudainement rompu par un halètement rauque étouffé. Sur la banquette du fond, le jeune Danny se redressa brusquement, le visage blême, les traits tirés et baignés d'une sueur froide. Ses yeux écarquillés par la terreur cherchaient désespérément un repère familier dans la pénombre de la pièce, sa respiration sifflant comme celle d'un homme qui vient d'échapper de justesse à la noyade. Pet, assis stoïquement en face de lui, posa une main à la fois rassurante et ferme sur son avant-bras tremblant. « Respire doucement. Gamin, ce n'est qu'un mauvais rêve. Tu es en sécurité ici. » Danny cligna lourdement des paupières, l'égarement animal quittant lentement son regard pour laisser place à une immense et douloureuse vulnérabilité. Il passa une main hésitante sur son visage fatigué, essayant de chasser les démons invisibles de la nuit. « C'est toujours le même cauchemar » murmura-t-il, la voix brisée, si basse que les autres motards durent suspendre le moindre mouvement pour l'entendre. « Je suis perdu sur une autoroute interminable, plongé dans des ténèbres absolues. Ma moto est en panne sur le bas-côté. Il n'y a aucune lumière à l'horizon, aucune issue possible, aucune aide. Juste un froid glacial qui me transperce les os et l'impression terrifiante que je vais disparaître là, dans le noir, sans que personne ne s'en soucie jamais. » Il marqua une longue pause, déglutissant péniblement pour avaler l'angoisse, avant de lever les yeux vers Sarah, qu'il écoutait silencieusement depuis le comptoir. « Mais ce n'est pas qu'un simple mauvais rêve. C'était ma réalité. Il y a 3 ans. L'attention de toute la salle se focalisa instantanément sur le jeune homme. Mes parents venaient de me mettre à la porte, j'avais abandonné mes études, perdu mon emploi et tout espoir. J'étais un gamin complètement brisé, roulant vers l'ouest sans aucun but, le réservoir dramatiquement vide et les poches encore plus vides. J'avais touché le fond du gouffre. Pour être tout à fait honnête, je cherchais juste un endroit tranquille sur cette route pour en finir définitivement avec la vie. » Un silence lourd, épais et intensément respectueux enveloppa les hommes endurcis. Sarah sentit son cœur se serrer douloureusement face à cette confession d'une intimité bouleversante. Danny poursuivit, les yeux brillants de larmes contenues. « Je me suis arrêté dans un petit restaurant de montagne, épuisé et affamé. Je n'avais que 5 malheureux dollars sur moi. Mais la femme qui tenait l'endroit ne m'a pas jugé, ni chassé. Elle m'a servi un repas chaud, du café fumant et une grande part de tarte. Quand j'ai avoué, honteux, que je ne pouvais pas payer l'addition, elle m'a souri avec une tendresse maternelle que je n'oublierai jamais de toute ma vie. Elle m'a dit que parfois, ne pas savoir où l'on va est la toute première étape pour trouver sa véritable place dans ce monde. » Danny essuya discrètement une larme qui perlait sur sa joue. Elle m'a offert ce repas de la grâce, et surtout, elle m'a donné la carte de visite d'un ami à elle dans l'Utah, un garagiste qui cherchait un apprenti. Cet homme m'a sauvé. Il m'a donné un métier honorable, et il m'a offert une famille en me présentant ces gars-là. Et tout a commencé uniquement grâce à cette femme qui a catégoriquement refusé de laisser un inconnu sombrer dans l'obscurité. Derrière son comptoir en formica, Sarah se figea, frappée par la foudre de la révélation. Les souvenirs affluèrent en cascade, d'une précision foudroyante et poignante. Un garçon dangereusement maigre, au regard éteint par le désespoir, conduisant une vieille moto qui tenait à peine debout. L'air manqua soudain dans ses poumons. Elle baissa les yeux vers ses propres mains noueuses. Elle n'avait pas seulement servi une assiette de nourriture ce jour-là. Sans même s'en rendre compte,
Dans la profonde humilité de son quotidien, elle avait retenu une âme humaine basculant dans le vide. Une douce chaleur, mêlée d'un vertige inattendu et bouleversant, s'épanouit dans sa poitrine, reliant de manière indélébile le fantôme de ce passé tragique à la présence bien vivante de ces géants d'acier échoués dans son présent. Pendant que l'écho de la confession de Danny flottait encore dans l'air lourd, Jake Morrison se leva dans un silence résolu. Boutonnant lentement son épaisse veste de cuir, il repoussa la porte d'entrée et s'enfonça délibérément dans le blizzard meurtrier. À travers les vitres recouvertes de givre, Sarah et les autres purent observer sa silhouette massive faire les 100 pas dans la neige. Pendant près d'une heure, bravant un froid glacial, il resta collé à son téléphone portable, passant des appels mystérieux dont le vent furieux emportait les mots. À l'intérieur, l'atmosphère s'était chargée d'une attente presque mystique, comme si le destin lui-même retenait son souffle. Installé au comptoir, Marcus, le vétéran aux tempes grises, semblait absorbé par une intense réflexion. Ses yeux sombres ne quittaient plus le visage fatigué mais profondément bienveillant de Sarah. Il étudiait chaque ride creusée par le chagrin, la douceur de son regard, la noblesse tranquille de ses gestes alors qu'elle essuyait machinalement le formica. Quelque chose d'enfoui dans sa mémoire luttait pour remonter à la surface. Finalement, incapable de contenir son intuition, il brisa le silence feutré de la salle. « Madame Williams » commença-t-il, sa voix rocailleuse empreinte d'une curiosité respectueuse. « Vous avez dit que vous teniez cet endroit depuis 15 ans. Mais avant cela, que faisiez-vous avec votre mari ?» Sarah s'arrêta, un peu surprise par l'intensité de la question. « Robert était chauffeur routier, » répondit-elle doucement, un sourire nostalgique effleurant ses lèvres. « Il sillonnait tout l'Ouest. Moi, j'étais répartitrice pour sa compagnie de transport à Denver. Nous connaissions parfaitement la dureté de la route. » Soudain, Marcus claqua des doigts avec une telle force que le bruit résonna comme un coup de feu, faisant sursauter plusieurs de ses frères d'armes. Son visage buriné s'illumina d'une révélation fulgurante, presque bouleversante. Il se leva lentement, sa stature imposante dominant la pièce. Son attitude n'exprimait soudainement plus qu'une vénération absolue. « Tommy Patterson » souffla-t-il, le souffle court. « C'est vous, grand Dieu, c'est vraiment vous. » Sarah fronça les sourcils, la mémoire titillée par ce nom surgi du passé. Marcus s'avança, les yeux brillants d'une émotion brute qu'il ne cherchait même plus à dissimuler. Il y a 13 ans, un chauffeur routier imposant, à la barre rousse, au volant pour Western Mountain Transport. Il a fait un infarctus massif, juste là, sur votre parking enneigé. Le souvenir frappa Sarah avec une violence inouïe. La panique dans la nuit glaciale, l'ambulance incapable de passer à cause d'un éboulement, et sa propre décision désespérée de le charger dans sa voiture pour rouler jusqu'à l'hôpital. « Tommy est mon beau-frère » déclara Marcus, la voix tremblante de gratitude. Il raconte cette histoire à chaque réunion de famille. L'histoire de la femme qui lui a sauvé la vie, qui est restée à son chevet toute la nuit. Il vous appelle l'ange des montagnes. Un silence de mort s'abattit instantanément sur le restaurant. Le cliquetis des tasses cessa. Les 14 autres motards se figèrent, fixant Sarah avec une stupéfaction teintée de ferveur. Ils venaient tous de réaliser qu'ils n'étaient pas simplement réfugiés dans un vieux restaurant de bord de route, mais qu'ils se trouvaient en présence d'une véritable légende vivante. Le silence absolu qui avait suivi la révélation vertigineuse de Marcus se brisa lentement, remplacé par un murmure sourd et intensément respectueux qui parcourut la salle enfumée comme une onde de choc émotionnel. Les regards durs de ces marginaux aguerris, d'ordinaire si impénétrables et froids, s'adoucissaient soudainement pour laisser place à une vénération presque palpable. Dans l'esprit de ces hommes, les pièces du puzzle s'assemblaient de manière évidente. L'ange de la route 70 n'était définitivement pas un simple mythe lointain, une légende urbaine chuchotée autour d'un feu de camp ou sur les ondes grésillantes de la radio. Elle se tenait juste là, vivante, devant eux, vêtue d'un gilet en laine usée, les mains tremblantes au-dessus de son comptoir fatigué. Carlos, un homme imposant à la peau mate et aux bras puissants recouverts de cicatrices anciennes, s'avança avec une hésitation qui contrastait singulièrement avec sa carrure redoutable. Sa voix, grave et rocailleuse, oscillait légèrement sous le poids d'une émotion longtemps contenue. Il raconta à son tour une nuit de pure angoisse survenue 5 années plus tôt. Sa fille unique venait d'être gravement blessée dans un terrible accident de la route. Pris de panique, totalement égaré dans le blizzard, il avait poussé la porte salvatrice de ce même établissement. Sarah ne s'était pas contentée de lui prêter le téléphone. Elle l'avait écouté, apaisé, lui avait tracé l'itinéraire d'urgence sur une vieille carte et lui avait glissé des provisions pour la route, comprenant que la peur l'empêcherait de penser à se nourrir. Pet prit aussitôt le relais, les yeux brillants d'une gratitude indéfectible. Il évoqua une violente tempête hivernale similaire à celle qui sévissait ce soir-là. Sa moto avait rendu l'âme à quelques kilomètres du relais.
Non seulement Sarah et Robert l'avaient accueilli et nourri gratuitement pour qu'il échappe à la morsure mortelle du gel, mais le défunt mari de Sarah avait passé une grande partie de la nuit à réparer son moteur, refusant obstinément le moindre billet pour son labeur. Sous ce flot inattendu de témoignages bouleversants, Sarah recula d'un pas, cherchant un appui réconfortant contre le mur de sa petite cuisine. Les larmes inondaient silencieusement son visage ridé. Pendant 15 longues années, elle avait sincèrement cru n'être qu'une humble cuisinière, préparant des repas modestes pour des étrangers de passage. Elle pensait que sa vie n'avait eu qu'un impact dérisoire. Mais ces géants au cœur cabossé lui faisaient réaliser l'ampleur vertigineuse de son œuvre. Elle avait été une véritable bouée de sauvetage dans un monde d'une brutalité inouïe. La porte s'ouvrit alors dans un souffle rageur, laissant entrer Jake Morrison. Ses épaules étaient couvertes de neige fraîche, mais son visage portait une expression triomphante. Il rangea son téléphone, observa l'atmosphère de la pièce, puis fixa Sarah. Un sourire entendu étira ses lèvres. Il s'approcha lentement et lui murmura d'une voix puissante. « Vous avez semé la compassion pendant 15 ans. Sarah, préparez-vous, car l'heure de votre immense moisson a enfin sonné. » La longue et interminable nuit d'angoisse finit par céder la place à la clarté naissante de l'aube. Le vent furieux, qui avait impitoyablement martyrisé la montagne pendant de longues heures, s'apaisa pour ne devenir qu'un souffle froid et résigné. L'épais manteau nuageux se déchira lentement, laissant les premiers rayons dorés du soleil matinal percer l'obscurité et se refléter sur l'immensité immaculée de la neige fraîche. La tempête meurtrière était enfin vaincue, laissant derrière un paysage d'une beauté tragique et silencieuse. À l'intérieur du restaurant, la lueur blafarde des néons fatigués sembla soudain perdre de son importance face à la lumière naturelle qui inondait la pièce, apportant avec elle la promesse silencieuse et réconfortante d'un jour nouveau. Soudain, le silence ouaté du petit matin fut rompu par le grondement lourd et puissant de moteurs approchant. Sarah retint son souffle et se tourna lentement vers la fenêtre embuée, essuyant machinalement le gire avec le revers de sa manche. De puissants faisceaux lumineux balayèrent les amas de neige qui bloquaient encore partiellement l'entrée du relais. Ce n'étaient pas les phares ronds et uniques des motos que l'on aurait pu attendre après la présence nocturne des LS Angels. La clarté révélait les silhouettes massives de camions semi-remorques aux chromes étincelants, de lourds pick-up recouverts de boue gelée et de voitures robustes qui s'engageaient prudemment sur le parking enseveli. Les véhicules s'alignèrent un par un avec une précision presque militaire, leurs moteurs crachant des nuages de vapeur blanche dans l'air glacial et raréfié de la montagne. Sarah observa, littéralement stupéfaite, les portières s'ouvrir les unes après les autres. Des hommes et des femmes, chaudement emmitouflés dans des manteaux d'hiver, bravaient le froid mordant et se précipitaient vers l'entrée de son modeste établissement. Leur visage exprimait une détermination farouche, un empressement solennel que la rudesse de l'hiver ne pouvait absolument pas freiner. La cloche cuivrée de la porte d'entrée retentit violemment lorsque celle-ci s'ouvrit à la volée. Un souffle d'air pur et piquant s'engouffra dans la salle enfumée, annonçant l'arrivée fracassante du tout premier visiteur. Un homme d'une stature colossale remplit l'encadrement de la porte. Sa carrure exceptionnellement large, ses vêtements de travail épais et son imposante barre rousse, désormais striée de gris argenté, imposaient un respect immédiat. Ses yeux parcoururent fiévreusement la pièce avant de se figer instantanément sur la petite femme qui se tenait derrière le comptoir en formica. Un immense sourire, chargé d'une émotion brute et indescriptible, illumina son visage buriné par les épreuves. « Sarah Williams !» résonna sa voix grave et tonitruante, vibrant d'une ferveur qui fit littéralement trembler les tasses sur les tables. Il s'avança à grandes enjambées lourdes, ignorant les motards silencieux qui l'observaient avec un sourire complice. Sans aucune hésitation, il enveloppa la frêle cuisinière dans une étreinte d'une puissance bouleversante, la soulevant presque de terre. Les larmes inondaient librement les joues du colosse. C'était Tommy Patterson, l'homme dont le cœur s'était arrêté sur ce même parking 13 ans plus tôt. En sentant les bras puissants de ce survivant se refermer sur elle, Sarah fondit en larmes, comprenant avec une intensité vertigineuse que les graines de compassion semées au fil des années venaient d'éclore. La manifestation vivante de sa bienveillance passée franchissait sa porte, prête à la sauver. L'étreinte bouleversante avec Tommy fut soudainement interrompue par une vibration sismique qui semblait naître des entrailles même de la vallée du Colorado. Ce n'était plus le grondement isolé de quelques moteurs bravant la tempête, mais un rugissement apocalyptique, un tonnerre mécanique d'une ampleur monumentale qui faisait trembler les murs usés et frémir les vitres dégivrées du restaurant. Sarah se détacha doucement des bras du camionneur pour tourner son regard embué vers la route, désormais caressé par les rayons dorés du soleil. Une vision purement cinématographique, d'une majesté brute et foudroyante, s'offrait à elle. Plus d'une centaine de motos lourdes, des Harley-Davidson aux chromes aveuglants, émergeaient de l'horizon immaculé.
Elles avançaient en une formation militaire impeccable, une parade d'honneur spectaculaire et ininterrompue. C'était une véritable armée sur deux roues qui convergeait vers son modeste sanctuaire. Les blousons de cuir noir arboraient une myriade d'écussons distincts, représentant des chapitres légendaires venus des quatre coins des États de l'Ouest. Denver, Salt Lake City, Phoenix et même la lointaine Californie. Des factions farouchement rivales et des alliés de longue date, des hommes qui ne se seraient jamais croisés pacifiquement ailleurs, roulaient aujourd'hui d'un seul élan de fraternité sacrée. Ils envahirent chaque centimètre du parking avec une discipline impressionnante, coupant leurs moteurs dans une synchronisation parfaite. Le silence lourd qui succéda au tumulte fut encore plus saisissant que le vacarme lui-même. Un par un, ces hors-la-loi endurcis, ces titans de l'asphalte, mirent pied à terre dans la neige écrasée. Formant une impressionnante aide d'honneur de part et d'autre de l'entrée vitrée, ils retirèrent leurs casques avec une lenteur solennelle et respectueuse. Et là, sous le ciel bleu éclatant du matin d'hiver, ces redoutables guerriers de la route s'inclinèrent profondément devant la petite femme ébahie. Ils saluaient l'ange de la route 70 avec une déférence réservée aux têtes couronnées. Du milieu de cette mer de cuir et de tatouages, un homme aux proportions herculéennes s'avança. L'écusson d'Auckland trônait fièrement sur son dos massif. Ses traits étaient taillés à la serpe, mais ses yeux sombres trahissaient une douceur inattendue. Il y a exactement 23 ans, résonna sa voix grave, portant sans le moindre effort par-delà la foule silencieuse. J'étais un jeune pilote totalement imprudent, pris au piège par la morsure mortelle du gel à quelques mètres d'ici. L'hypothermie m'avait terrassé. J'avais fermé les yeux, résigné à disparaître dans la neige. Il s'arrêta à quelques pas de Sarah, retirant son gant pour poser une main immense sur son propre cœur. « Vous m'avez trouvé. Vous m'avez traîné à l'intérieur, enveloppé de couvertures brûlantes, et vous avez appelé ma femme effondrée pour lui jurer que j'étais vivant. Je suis Big Mike, président d'Auckland, et je vous dois mon existence entière. » Les paroles de ce géant firent écho dans l'âme de chaque homme présent. Ce n'était décidément plus un simple rassemblement d'inconnus. C'était l'aboutissement majestueux et le pèlerinage sacré de centaines de destinées qu'elle avait, au fil des décennies, sauvées par la force d'une compassion pure et inépuisable. L'émotion qui saturait l'air matinal sembla se condenser lorsque Jack Morrison s'écarta de la foule silencieuse pour s'avancer vers le comptoir usé. La rudesse habituelle du chef de gang s'était totalement effacée, laissant place à la noblesse solennelle d'un émissaire accomplissant un devoir sacré. Entre ses mains calleuses, il tenait une épaisse enveloppe en papier craft, visiblement déformée par son contenu inespéré. Avec une douceur infinie, il la posa sur la surface écaillée du meuble en formica, recouvrant très exactement l'avis de saisie bancaire glacé qui la condamnait à la ruine quelques heures plus tôt. Son regard, d'un bleu perçant et empreint d'un respect infini, rencontra les yeux embués de larmes de Sarah. 68 000 $, annonça Jack d'une voix calme et dont la résonance puissante porta dans toute la pièce. En argent liquide. Cet argent a été rassemblé au cours de la nuit par tous les chapitres représentés ici, ainsi que par des centaines de frères qui sont encore sur la route pour venir vous saluer. Sarah déglutit péniblement, un vertige étourdissant s'emparant de son esprit. Ses mains noueuses se mirent à trembler violemment. Elle fixa l'enveloppe comme si elle craignait de s'y brûler. « C'est absolument impossible », balbutia-t-elle, la gorge douloureusement nouée. « Je ne peux catégoriquement pas accepter une telle fortune. C'est beaucoup trop. Je n'ai jamais voulu de charité. J'ai simplement fait mon devoir. » « Ce n'est en aucun cas de la charité, madame, » l'interrompit doucement une femme motarde originaire de Salt Lake City, la toute première arborant ces couleurs que Sarah n'avait jamais vues. Elle s'approcha lentement avec un large tube en carton sous le bras. Considérez cela comme le juste remboursement d'une dette d'honneur incalculable. Cependant, cet argent s'accompagne de conditions strictes, aimantes, mais totalement non négociables. La femme déroula solennellement de vastes plans d'architecte sur la table la plus proche. Les lignes bleues minutieuses dessinaient un avenir grandiose, un restaurant magnifiquement agrandi, doté d'un véritable et chaleureux salon d'accueil pour les motards, d'un immense parking sécurisé et de vastes installations d'entretien mécanique. En haut du papier, d'une élégante écriture calligraphiée, on pouvait lire le nouveau nom du sanctuaire, le repère de minuit. La première condition, reprit Jack avec une fermeté bienveillante qui enveloppa Sarah comme une couverture chaude, c'est que vous refusiez de baisser les bras et que vous gardiez ces portes ouvertes. Ce lieu devient officiellement le relais incontournable et béni de tous nos chapitres. Nous vous garantissons une clientèle quotidienne, nous prendrons en charge tous les travaux, et surtout, nous instaurons un périmètre de protection absolu. Un vétéran au trait buriné s'avança, ajoutant d'un ton grave, « Plus personne ne viendra jamais vous intimider. Vous êtes désormais sous la protection éternelle de notre confrérie. »
Comme pour sceller ce pacte indéfectible, la vieille radio CB s'éveilla soudainement dans un grésillement spectaculaire. Une voix rocailleuse s'éleva. « Breaker à 9 ? Ici Road Dog, j'appelle l'ange de la montagne. 40 bécanes roulent à tombeau ouvert depuis l'Utah. Dites à la banque de trembler, car absolument personne ne touche à notre ange gardien. » Un immense frisson d'approbation parcourut l'assemblée. En écoutant ces voix lointaines se rallier à sa cause, Sarah posa enfin sa main sur l'enveloppe salvatrice. Elle ferma les yeux pour laisser couler les larmes d'une délivrance absolue. Son modeste restaurant ne fermait pas ses portes. Il renaissait, chéri par une armée de géants au grand cœur. 6 mois s'étaient écoulés depuis cette nuit dantesque où la tempête avait bien failli tout emporter. L'hiver impitoyable du Colorado avait doucement cédé sa place à un printemps radieux, et avec lui, le destin du petit restaurant de montagne avait fleuri d'une manière totalement inimaginable. Le repère de minuit n'était plus cette bâtisse vacillante au bord du gouffre financier. Magnifiquement transformé, agrandi avec un goût exquis qui respectait scrupuleusement son âme originelle, l'établissement rayonnait d'une vitalité nouvelle. Le parking, autrefois fissuré et balayé par les vents glaciaux, s'étendait désormais majestueusement sur un asphalte parfait. Chaque jour, il accueillait des dizaines de motos étincelantes sous le soleil franc de la vallée. L'endroit était devenu le point de ralliement incontournable de tout l'Ouest, un véritable havre de paix où le café était toujours brûlant, les assiettes généreuses et le respect inébranlable. Autour de ce sanctuaire, une loi silencieuse mais absolue régnait. Aucun trouble ne venait jamais perturber la quiétude des lieux. L'aura protectrice de la confrérie des motards veillait sur Sarah, invisible, constante et invincible. Derrière son grand comptoir en chêne massif flambant neuf, Sarah versait le café avec une grâce et une légèreté retrouvées. Les profondes rides d'angoisse qui marquaient autrefois son front avaient totalement disparu, remplacées par la sérénité lumineuse d'une femme qui a trouvé sa véritable famille. En observant ces hommes immenses, aux bras couverts d'encre et de cuir, rire fraternellement et partager un repas dans la chaleur de sa salle à manger, elle ressentait plus que jamais la présence vibrante et bienveillante de Robert. Elle pouvait presque entendre le doux murmure de sa voix à son oreille, teinté d'une fierté infinie. « Je t'avais bien dit que cet endroit serait une lumière dans la nuit. Mon amour. Je n'aurais simplement jamais imaginé que cette lumière brillerait de 1000 feux. » En contemplant cette scène d'une improbable et merveilleuse harmonie, Sarah mesurait la plus belle des vérités. La bonté n'a besoin d'aucun mot savant, d'aucune richesse matérielle. C'est un langage universel, puissant et viscéral, capable de construire le plus indestructible des ponts entre une veuve isolée au bord du désespoir et les hors-la-loi les plus redoutés d'Amérique. Ce simple don de soi, cette assiette chaude offerte au cœur du blizzard, avait suffi à briser toutes les apparences pour révéler la profonde humanité qui sommeille en chacun de nous. La légende de l'ange de la route 70 résonnerait éternellement, prouvant au monde que la bienveillance est la seule force capable de changer le destin. Vous qui m'écoutez aujourd'hui, vous savez que chaque acte de compassion, même le plus silencieux, possède le pouvoir d'illuminer l'obscurité. Ces récits de rédemption et de fraternité nous rappellent l'essentiel, à une époque où nos âmes en ont tant besoin. Si l'histoire de Sarah a résonné en vous, si elle a su éveiller et réchauffer votre cœur, je vous invite chaleureusement à aimer cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne. Partagez ce récit avec vos proches pour que la flamme précieuse de l'empathie ne s'éteigne jamais. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour commencer vos journées avec des leçons de vie profondes et inspirantes. Merci de votre présence fidèle et continuez, vous aussi, d'être cette lumière réconfortante sur le chemin des autres.